On est de retour sur le 90.7 FM, la radio des ours, en direct du Café Comptoir, le restaurant juste derrière la gare de Valorcine. Et on vous invite d'ailleurs à nous rejoindre. On est toujours en direct jusqu'à 19h. Et on est aussi en direct sur le 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. Et on accueille tout de suite sur le plateau Dominique Ancet et Patrick Orose, deux présidents d'associations de patrimoine de Valorcine. Déjà, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de la radio des ours. Voilà, pour vous présenter, vous avez tous les deux une relation particulière avec Valorcine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer voilà, comment vous êtes arrivés ici, chacun votre tour, comment vous êtes, voilà, qu'est-ce qui vous lie à Valorcine? Honneur aux dames. Alors, honneur aux dames. Voilà. Je suis Dominique Ancet. En fait, j'habite Valorcine et je connais Valorcine depuis 1949, lorsque j'étais enfant. Mes parents avaient un chalet à Valorcine et après, j'ai voulu travailler à Valorcine. J'étais une travailleuse immigrée, c'est-à-dire qu'en 1968, j'ai intégré l'hôpital de Chamonix où j'ai fait toute ma carrière. Je me suis mariée avec un Valorcin, donc ça c'est tout dire. Vous avez tout dans cette formule. Se marier avec un Valorcin, c'est épouser Valorcine dans la plus noble façon des choses. Et je me suis intéressée au patrimoine. Je dirais c'est quelque chose de presque naturel. C'est aussi, je vais vous dire, c'est la découverte dans le grenier de la maison des papiers anciens. Il y avait à peu près 300 papiers qui appartenaient à cette famille Ancet et de plusieurs générations en ligne directe. Et puis je me suis commencé à éplucher ces papiers. Et puis aussi, il y avait cette maison de Barberine dont Patrick dira l'histoire par la suite, où j'ai été vice-présidente pendant quelques années. Et ensuite, en 2013, nous avions un projet à Valorcine, c'est-à-dire deux projets principaux. C'est la restauration de l'église, où il fallait créer une association pour avoir une convention tripartite avec la commune et la Fondation du patrimoine pour lever des fonds pour la restauration de l'église. Et nous avions aussi à cœur de célébrer le 750e anniversaire de la commune de Valorcine. Nous avons un acte d'albergement, c'est-à-dire l'installation d'une peuplade installée par le prieur de Chamonix en 1264. Et nous avons fêté donc en 2014 cet anniversaire. Voilà, ce sont les principales raisons de la fondation de cette association. Valorcina Valorcina, qui veut dire Valorcine en patois. Ça me permet aussi de dire quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est difficile et les gens ne le savent pas forcément. Les anciens, encore maintenant, dont je pourrais citer Claude Burnet ou Anne-Marie Burnet, disent un Valorcin, une Valorcine. C'est peut-être difficile à comprendre, mais si vous pouvez vous l'intégrer, ça me ferait plaisir de vous entendre le dire. Valorcine, du coup. Voilà, Valorcine. Voilà. D'accord. Du coup, Dominique, on reviendra plus en détail sur cette association Valorcina, mais du coup, on a aussi Patrick Orose sur le plateau de la radio des ours. Vous, Patrick, vous pouvez vous présenter surtout votre histoire qui vous lie à Valorcine. Moi aussi, c'est l'histoire de mariage. Décidément. Et comme Dominique, j'ai épousé une Ancet. Donc vous êtes très liés finalement aussi. En fait, mais même pas, parce qu'il y a beaucoup d'Ancet dans la vallée, on n'est pas liés directement. Mais lorsque l'association Maison de Barberine a été fondée, elle a été fondée par Michel et Bernard Ancet, deux frères, plus les cousins qui se sont mis ensemble. Et la fille de Bernard Ancet, c'est ma femme, Marie-Laure Ancet. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai été aspiré dans l'association de la Maison de Barberine. Et maintenant, ça doit faire 3 ans que j'ai pris la présidence, parce que les plus anciens qui ont commencé l'association, les années passant, ils avaient besoin que quelqu'un prenne le relais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé président de l'association de la Maison de Barberine. Autrement, moi, j'ai toujours vécu sur Annemasse, travaillé à Genève, voilà. Donc, je viens régulièrement à Valorcine pour m'occuper de l'association. Et puis, je prends toujours du plaisir à monter à Valorcine, pour être honnête, parce que c'est une vallée qui est préservée par rapport à Chamonix.
Au départ, quand je montais, moi je voyais les montagnes pleines de neige, de glaciers de l'autre côté, et je trouvais, je dirais, la vallée plus dure, plus rustique, comme ça. Et petit à petit, on apprend à la connaître et à avoir le plaisir d'y être, quoi. Vraiment, pour moi, c'est un plaisir à chaque fois de venir à Valorcine. C'est pour ça que finalement, même si ça fait pas mal de route, je viens volontiers. Et justement, vous parlez de la maison de Barberine. On va commencer par parler de ça parce que c'est aussi une histoire qui vous lie tous les deux. Est-ce que vous pouvez me présenter cette maison de Barberine qui est finalement un peu cachée comme Barberine? Il faut un petit peu connaître ou du moins faire des recherches à l'office de tourisme, etc. Mais est-ce que vous pouvez me parler de ce lieu qui est très important aussi pour le patrimoine valorcin? C'est une maison qu'on date de 1705, puisque c'est la plus ancienne date qu'il y a sur une des poutres de la maison. Et la famille de ma femme descend du propriétaire de cette époque-là. On a la trace donc, de Nicolas Ancet dans les années 1730, puisqu'il y avait la Mabsarde, les relevés, enfin le cadastre sarde. La Mabsarde, c'est le cadastre sarde. Et on sait qui était le propriétaire. Et à Valorcine, on a vraiment une très bonne connaissance de la généalogie des gens dans la vallée. Donc on connaît toutes les descendants de Nicolas Ancet. Et il se trouve que justement, le père de ma femme, ses frères et sœurs sont des descendants de Nicolas Ancet. Cette maison était abandonnée depuis 1949, puisque le dernier propriétaire, Cyril Ancet, était décédé. Et était décédé, sa femme avait disparu, était partie, toujours vivante, avait disparu aussi, elle était partie. Et ils ont dû attendre que cette femme ait 100 ans pour pouvoir régler 101 ans, voilà, pour pouvoir régler la succession. Donc en 1987, les frères et sœurs Ancet, les cousins se sont mis tous ensemble pour acheter cette maison. Pourquoi ? Parce qu'elle était restée dans son état pratiquement de la fin du 19e siècle. C'était une des dernières maisons préservées qui n'avait pas été touchée par la modernité. Pas de salle de bain, pas de modification de confort dans la maison. Elle était restée dans son état de la fin du 19e siècle. Elle avait des caractéristiques typiques de l'architecture de Valorcine. Et eux aussi, ils étaient intéressés par le patrimoine et ils voulaient préserver cette maison. Leur volonté dès le départ, c'est, Michel Ancet le dit toujours, c'est de garder cette maison dans son jus. Donc au départ ça a été ça, et l'association a été fondée pour préserver et restaurer la maison, et aussi en faire un lieu d'exposition. Et progressivement, les gens de Valorcine ont, donné les objets, donné des outils, du mobilier, ce qui a permis de, petit à petit, réaménager la maison. Ça reste un musée, mais avec une bonne idée de ce qu'était la maison à l'époque. Et justement, vous le dites, cette maison, c'est un peu le témoin, en quelque sorte, de ce qu'était la vie autrefois à Valorcine. Dominique, justement, vous pouvez nous en parler un petit peu de cette vie d'autrefois. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette maison et comment vivaient les gens à cette époque ? Oui, effectivement, cette maison, c'est un trésor. Et il y a 2 pelles dont on raconte assez facilement l'origine, c'est-à-dire que le pelle d'en bas, je vous dirais d'abord, les Valorcins le savent, ce qu'est un pelle, mais pour tout le monde, je le dirai par la suite. Le pelle d'en bas est de 1827, avec les poutres qui sont sculptées, et celui d'en haut est de 1705. Et donc, c'est une interrogation qu'on pose facilement aux visiteurs pour leur demander comment ça se fait que le pelle, la pièce en haut, soit antérieure à celle d'en bas. Et en fait, dans ces maisons, c'est la technique de ce qu'on appelle le bloc bao, c'est-à-dire que tout se démonte sans clous. C'est-à-dire que les poutres sont enchevêtrées l'une dans l'autre et que la pièce d'en bas était trop petite, donc ils l'ont démontée et ils l'ont remontée en haut. Vous savez, il y a beaucoup de réemploi dans les maisons de Valorcine. Et il y a quelque temps, une étudiante qui s'appelle Ophélie Bélanger a fait une étude de master sur l'inventaire des racars, les regards en patois. Ce sont ces granges à céréales qu'on trouve à Valorcine, uniquement sur cette commune et
et uniquement sur cette commune et pas du tout en France. Voilà. C'est une étude qu'elle a commencé à faire et maintenant elle fait un doctorat pour étudier l'architecture vernaculaire de toutes les constructions de Valorcine. Et il n'y a pas très longtemps, dans le cadre de ce doctorat, elle a étudié le racard du Crau pour inventorier chaque pièce de ce racard, parce qu'il y a un projet, ça Patrick pourra en parler, parce que la maison de Barberine est aussi à l'initiative de ce projet. Elle a trouvé beaucoup de remplois justement là-dedans, et une chose assez extraordinaire, c'est qu'on a trouvé une pièce de remploi de 1659. Donc elle a fait aussi des études dendrochronologie pour essayer de retrouver l'origine, la date de ces bois. Donc oui, je vais vous parler de ces pelles. Le pelle, ça vient du poêle, le poêle en pierrelaire qui chauffait les pièces principales et qui était alimenté depuis la cuisine. Donc vous voulez me parler, ce serait peut-être un petit peu long si on parle de la vie autrefois de Valorcine, mais le maître mot, c'est l'autarcie et l'ingéniosité. C'est-à-dire qu'autour de ça, vous pouvez savoir qu'il non seulement il fabriquait beaucoup de choses à Valorcine, mais il vivait complètement en autarcie. Pas complètement exactement en autarcie, parce que Valorcine, vous voyez, c'est une vallée que l'on traverse, difficilement en hiver, certes, à cause du col des Montets, et maintenant il est encore des fois fermé pendant l'hiver. Ça, c'est une problématique vraiment spéciale à Valorcine, mais il ne faut pas s'imaginer que les Valorcins vivaient complètement fermés sur eux-mêmes. Ils allaient travailler aussi dans des alpages en Maurienne, dans le Beaufortin, et pour rapporter de l'argent à la maison. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant là-dessus. Et vous m'aviez dit, Patrick, que du coup maintenant cette maison c'est un musée, un outil qu'on utilise. Oui, ce que je voulais vous dire, vous avez raison de dire oui, c'est un musée, mais en fait il faut le considérer en fait comme une ancienne maison. Une ancienne maison, et pour l'instant ce qui est assez extraordinaire pour les visiteurs, c'est qu'ils peuvent toucher les objets, et vous savez, prendre un objet pour en voir le fonctionnement, c'est plus intéressant que de le voir dans une vitrine. Pour compléter ce que disait Dominique, lorsqu'on a des visites de jeunes enfants, des enfants d'une dizaine d'années, des choses comme ça, et ils viennent plus ou moins volontiers dans un musée, et en général, quand ils ressortent, ils disent « Ah, bah ça, c'est pas un musée comme les autres, parce que là, on dirait que c'est vrai. » Et c'est la réaction des visiteurs, et de beaucoup de visiteurs. Alors, c'est parfois un peu borderline parce que certains outils peuvent être dangereux, coupants, etc. Mais l'apport des Valorcins en termes d'outillage et d'objets dans la maison, c'est ce qui est important, parce que j'en sais quelque chose, parce que faire l'inventaire de l'ensemble, c'est un inventaire de longue haleine. Mais ça permet d'offrir une vision justement sur l'aspect autarcique de la vie de Valorcine, parce qu'on voit tous ces objets qui ont été faits localement, par les gens locaux. L'argent qui venait par ceux qui travaillaient à l'extérieur permettait de compléter la vie, mais une grosse partie de la vie était assurée par tout le travail dans la vallée, par l'agriculture, par les forges, par les moulins qui étaient dans la vallée. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant au niveau de la maison de Valorcine. C'est-à-dire, l'objet principal, c'est de protéger la maison. Et le deuxième, c'est justement de montrer aux gens cette vie dure. Les anciens Valorcins qui ont connu cette vie disent que c'était une vie très très dure de travail. On n'arrêtait jamais. Moi, je cite certains qui m'ont dit le seul moment où on avait un moment de relâchement, c'était quand on allait garder les bêtes pendant qu'elles broutaient. Autrement, on avait toujours quelque chose à faire, même les plus jeunes enfants. Oui, où Marguerite disait dans ce reportage que l'on a vu là, il y a 2-3 jours, pour aller à la chorale. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas parler ni de misérabilisme, ni d'enchanter les choses. La vie, elle était comme elle était. Elle était difficile, certes, mais pas misérable, j'imagine.
Justement, je ne sais plus où j'avais lu, Dominique doit se souvenir, c'était un voyageur qui passait ici et qui disait les gens ont l'air, par rapport aux gens de la vallée, de plus bas, dans la vallée, il disait, ici les gens ont l'air en bonne santé. Exactement. Il voyait une différence au niveau des valeurs saines par rapport aux gens qui étaient dans la vallée de l'Arve beaucoup plus bas, quoi. Oui, ça c'est effectivement c'est très connu parce que les plaines autrefois étaient sujettes à des épidémies à cause par exemple des fleuves qui véhiculaient des maladies, chose qu'ils n'avaient pas forcément en montagne. Et puis en montagne aussi, il y avait aussi une instruction qui n'existait pas dans les plaines. Très tôt, les Valorcins se sont souciés de l'instruction. Et on peut voir sur des anciens écrits, moi j'ai par exemple dans ces papiers que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai une lettre fétiche pour moi qui date de 1795 et c'est un père qui écrit à son fils qui se trouve au pied du bonhomme en Tarentaise comme berger et il donne des nouvelles de la vallée. Et c'est assez extraordinaire de la façon dont il écrit. Et il écrit aussi cette phrase qui est complètement fétiche pour moi, parce que donc c'était en 1795, donc pendant l'époque révolutionnaire, où le curé de Valorcine était exilé aux Heures et qu'il disait la messe dans un racard de Pierre Ancet au Mollard. On a situé ce racard, d'ailleurs on en parle dans notre exposition qu'on a fait cet été. C'est pour moi vraiment un témoignage qui est important parce que donc certains Valorcins ils savaient écrire et en plus ils écrivaient en français et ils écrivaient phonétiquement alors qu'ils parlaient le patois. Avant de poursuivre cette discussion hyper intéressante sur l'histoire et le patrimoine de Valorcine, on va marquer une courte pause, mais juste avant ça, peut-être qu'on peut rappeler pour nos auditrices et nos auditeurs à quels horaires ils peuvent venir à la maison de Barberine. Justement, c'est les après-midi, c'est ça ? Oui, c'est tous les après-midi des 2 mois d'été de juillet et août, jusqu'à fin août, jusqu'au 31 août. La maison sera ouverte l'après-midi à partir de 14h30 jusqu'à 17h30. Et on aura 2 jours d'ouverture pour les journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre. Là aussi, les après-midi. On fera un peu de promotion à ce moment-là sur Facebook, sur la radio des ours. Sur la radio des ours. Et puis, par exemple, on a des fois des demandes de groupe qui nous disent est-ce qu'on pourrait venir hors saison, visiter la maison. Alors en hiver on évite parce qu'on range les choses comme ça, mais jusqu'à fin septembre, mi-octobre par là, c'est possible, ou au mois de juin, ça arrive de temps en temps qu'on ait des groupes qui viennent. À ce moment-là, on trouve toujours 2-3 bénévoles pour assurer la visite et expliquer, donner les informations sur la maison, sur la vie de Valorcine. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu aujourd'hui un appel que je t'ai fait transférer de Bernadette Tsuda qui demandait une visite pour le 24 septembre. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on revient avec Dominique Ancet et Patrick Rose juste après Red Fresco de Raoul Vignaille.
Once the fog of time dissipates, what will be the name we dread to say out loud? Greeting the sun on the rise, the day of the empire's fall. How many more demises can one be the silent witness of? Once the fog of time dissipates, what will be the name we dread to say out loud? On est toujours sur le 90.7 FM, la radio des ours, et sur le 90.5 FM à Chamonix. Sur le plateau, toujours Dominique Ancet, présidente de Valorsna, et Patrick Rose, président de la maison de Barberine, le musée. Et Patrick, vous me le disiez avant, pendant la pause musicale, il y a une démarche qui est en cours, ou du moins c'est une volonté de faire devenir la maison de Barberine un monument historique classé. Alors, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a commencé l'interview, je vous ai dit que le souci des fondateurs de l'association, ça avait été de protéger la maison, de garder la maison dans son jus. Ça a toujours été un souci constant. Et dans ce type de démarche, ça fait déjà 2 ans ce qu'on a entrepris, même un peu plus, on a entrepris 2 choses. C'est d'une part de transférer, de donner la maison à la communauté de communes, parce que pour en assurer la pérennité. Et la deuxième chose, c'est de la faire classer par les monuments historiques. Donc on a rencontré les gens des monuments historiques, déjà une des responsables l'année dernière. Et là, tout récemment, à la fin du printemps, ils sont venus avec l'architecte des monuments historiques. Et on a eu un retour très positif. Et on a de très bons espoirs que d'ici la fin de l'année, la maison sera classée officiellement. Donc ça sera un monument classé dans la vallée de Valorsine. Et je pense que Dominique, elle aussi, elle a une petite idée au niveau de l'église. Dominique, je crois que toi aussi tu souhaiterais placer l'église. Ouais, justement, c'est dans la même veine, si je peux dire, de conserver ce patrimoine, de le protéger. Et il faut être. Moi, je le vois avec un regard extérieur. Peut-être que des fois, les Valorsins ont moins cette perception. La vallée est peu touchée, quand on vient de Chamonix, c'est évident, elle est moins touchée par l'immobilier, le tourisme de masse. Et je pense qu'à moyen et à long terme, ça va être une richesse pour la vallée. Et de protéger le patrimoine, on a parlé des racards, des regards, protéger les maisons typiques. Il y a des poutres sculptées qui sont merveilleuses dans cette vallée. Je pense qu'une démarche à protéger ces poutres et d'éviter que, comme on l'a vu l'autre jour, une personne le débite à la tronçonneuse parce qu'elle modifie l'intérieur de sa maison alors que c'est une poutre qui est peut-être gravée il y a 200-300 ans, c'est malheureux. Il faut absolument que Valorsine protège son patrimoine parce que ça va être une richesse dans les années qui viennent. Et c'est justement ce que vous tentez de faire avec vos associations. Et Dominique, du coup, Patrick, vous tendez une perche sur l'église, notamment à travers votre association aussi, Valorsna. Il y a eu la rénovation de cette église. Là aussi, vous tentez de protéger un monument assez unique. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de cette église et de cette rénovation ? Voilà, oui, je vais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Patrick. C'est important, ces classements. Il faut faire, en tous les cas, aussi attention
aux habitants qui habitent à côté de ces bâtiments qui sont classés. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit contraignant pour eux. Et nous avons eu une discussion avec architectes des bâtiments de France lorsqu'ils sont venus visiter la maison. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contraintes importantes pour les gens. Mais on ne pourra pas construire, par exemple, un immeuble ou quelque chose d'absolument horrible à côté. Voilà. Donc, je voudrais résumer, je crois que c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas une contrainte, mais c'est néanmoins conservé. Et comme le dit Patrick, on a intérêt à garder notre patrimoine. Alors pour l'église, effectivement, l'église, je vais vous parler de sa restauration. Ce qui sera important par la suite, quand on aura tout terminé, c'est de pouvoir classer ou inscrire l'ensemble de ce qu'on appelle le village, parce qu'ici à Valorcine on parle de village et non pas de hameau, mais dans le langage courant on parle de hameau. Le hameau du Clos où se trouve l'église, le presbytère, la turne, c'est-à-dire le mur paravalanche autour de l'église et le cimetière. Voilà, ça ce serait un ensemble qu'on voudrait effectivement classer après que toutes les restaurations soient faites. C'est-à-dire que là, on a commencé par l'église, dont je vais vous parler de la restauration de l'église, mais par la suite, il y a aussi un projet de réhabilitation du presbytère avec des logements sociaux, mais de garder l'enveloppe extérieure de ce bâtiment, et puis aussi la restauration du mur paravalence au-dessus, qui a des endroits de faiblesse et qu'on voudrait évidemment restaurer, et surtout le mettre en valeur pour pouvoir déambuler autour d'une façon correcte. Et c'est sûr que pour tout ça, il faut partir à la recherche des subventions et peut-être se tourner aussi vers la subvention de Berne qui, normalement, privilège les édifices qui sont visibles depuis la rue. Et la Turne en est un exemple. Voilà. Maintenant, je vais vous parler donc de la restauration de cette église qui a débuté maintenant il y a 13 ans. Donc ça fait un bail, on arrive à la fin. C'est évidemment un long dossier qui a eu beaucoup d'arrêts, de réflexions, de rebondissements. Nous avons fait une restauration absolument complète du bâtiment avec d'abord en premier lieu l'assainissement autour du bâtiment et puis avec des préconisations du conseil départemental qui nous a demandé, alors que ce n'était pas prévu au début, d'enlever le crépi cimenté de cette église et de faire de mettre un enduit à la chaux qui d'abord esthétiquement est absolument merveilleux et qui secondairement donne une respiration au mur de l'église. Et ensuite, nous avons eu la possibilité, chose qui quelquefois a été contestée il n'y a pas très longtemps, mais enfin ça fait finalement l'unanimité générale. Nous avons laissé le clocher en pierre apparente et voilà, il est assez beau notre clocher. Pour la restauration intérieure, il y a eu 4 campagnes de sondage des parements pour essayer de décrypter l'histoire de cette église. Et les restaurateurs ont pu, avec leur bistouri, tout doucement rechercher les fresques qui étaient en dessous. Ils ont décelé jusqu'à 7 campagnes de restauration depuis la reconstruction de 1755-57. Donc avec cet historique et avec cette découverte absolument improbable et incroyable que nous avons retrouvée sur l'arc triomphal, et ce que le compte-rendu du curé cru de l'époque appelait le grand bonnet, c'est-à-dire la jonction entre la nef, le chœur et les 2 transepts, nous avons retrouvé les 4 docteurs de la loi qu'on a pu restaurer selon les préceptes de la charte de Venise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réinventer ce qui n'existe plus,
mais qu'on peut souligner pour comprendre et pour essayer de laisser l'imaginaire, l'imaginaire savoir. Et on a découvert, en fait, pour moi, des choses importantes qui restent, surtout sur les docteurs de l'Église, et puis Dieu le Père qui est au centre de l'arc triomphal, ce sont les mains. Et les mains sont très belles, et pour moi, les mains parlent. Voilà. Donc, d'autre part, de ces fresques, nous avons eu un architecte du patrimoine qui nous a donné 2 préconisations, c'est-à-dire qu'il fallait ramener la tribune à sa dimension initiale et faire quelque chose pour les vitraux. D'abord, la tribune, c'est quand maintenant on rentre dans l'église, on a le regard qui est aspiré, élevé vers cet arc triomphal, et que ça donne une autre dimension. Les gens en général disent mais elle est plus grande qu'avant. Mais non, elle n'est pas plus grande qu'avant, mais elle a un espace qui est plus intéressant. Et puis faire quelque chose pour les vitraux, ça c'est un concours de circonstances qui nous ont amenés à adopter, c'est plutôt à avoir la création du père Kim En-jun pour les vitraux qu'il a déjà créés dans la région, puisqu'il a créé des vitraux à la chapelle de Cuplin à Saint-Gervais, à l'église de Saint-Gervais, à Martigny à la chapelle catholique et au Grand Saint-Bernard. Et un beau jour, sur le concours de circonstances que François Coutagne, dont le frère Denis Coutagne connaissait très très bien le père Kim, on a pu lui demander s'il était possible qu'il crée des vitraux pour Valorcine. Il y a eu une interrogation au niveau de la mairie, au niveau des personnes qui s'occupaient de la restauration, au niveau de l'architecte. Et après toutes ces réflexions, après un peu le choc de penser qu'on pourra avoir des vitraux modernes dans une église anciennement baroque, on s'est rendu compte que les choses fonctionnent d'une façon absolument admirable, et que maintenant c'est un vrai bonheur de voir ces vitraux. Merci pour cette explication sur la restauration de l'église. J'avais une petite question aussi, vu que tous les deux vous êtes dans cette demande et cette envie que ce soit classé au patrimoine. Comment vous justifiez en fait cette demande pour vous ? Qu'est-ce qui est demandé pour qu'un bâtiment soit classé au patrimoine ? C'est le souci de protéger, comme je l'ai dit dès le départ, pour la maison de Valorcine, en tout cas, c'est le souci de protéger. Les fondateurs de l'association sont très âgés maintenant. Les fondateurs de l'association sont très âgés maintenant. Ils ont eux-mêmes le souci. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on ne sera plus là ? Une association a une vie plus ou moins longue. Et on voudrait éviter que, par exemple, la maison de Valorcine un jour finisse en restaurant, Dieu sait comment modifié. Et donc c'était le souci, c'était de protéger la maison. C'était lié aussi à la donation avec la communauté de communes, je dirais, d'une certaine manière, lier les mains à la communauté de communes pour les empêcher de faire autre chose que ce qui a été décidé au départ lors du rachat de la maison. Et pour le classement, justement aussi, vous parliez tout à l'heure de la différence entre Valorcine et Chamonix. C'est quand même assez éloigné du tourisme de masse ici. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en classant ces bâtiments et ces trésors en soi, ça ne ramène pas non plus trop de personnes ici ? C'est pas le château de Versailles quand même. C'est une petite ferme de vallée. Son intérêt, c'est de la présenter telle qu'elle est à l'heure actuelle, avec ses dimensions d'une petite ferme par rapport à des grandes fermes qu'on peut trouver dans d'autres régions, et puis de permettre de continuer d'y faire l'activité, de présenter la vie des Valorcins à l'intérieur. Okay. Tout en gardant l'architecture typique des maisons valorcines. Oui, c'est une interrogation. Effectivement, le classement, on se dit le classement, et puis il y aura plus de monde après. Mais en tous les cas, pour le site de l'église, la turne qui est autour de l'église, c'est absolument quelque chose de remarquable. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le préserver. Merci d'être venu au micro de la Radio des Ours.
J'avais une petite dernière question justement à vous deux. C'est que voilà, vous êtes tous les deux présidents d'associations qui protègent le patrimoine. Je voulais savoir comment vous sentez les jeunes générations à Valorcine à ce niveau-là, parce que comme vous dites, il va falloir aussi transmettre, il va falloir continuer à protéger. Est-ce que voilà, comment vous sentez ces jeunes générations? Est-ce qu'elles sont tout aussi attachées que vous à la préservation de ce patrimoine? Ce qu'on voit, enfin, c'est ma perception, c'est que parfois c'est plus les gens extérieurs à Valorcine qui s'intéressent au patrimoine de Valorcine. Moi je viens de l'extérieur, Dominique vient de l'extérieur aussi, bon, même si elle a vécu dans la vallée depuis un moment. On parlait de François Coutagne, mais lui aussi vient de l'extérieur du coup. Vient de l'extérieur. Alors on a quand même l'appui d'un certain nombre de Valorcins. Si je prends mon cas particulier, je pense qu'il y a 20 ans en arrière, j'avais d'autres types d'activités et je me serais intéressé très modérément au patrimoine de Valorcine. Il y a le hasard et puis la disponibilité, le fait d'arriver à la retraite, on a beaucoup plus de disponibilité. Personnellement, je me suis trouvé à reprendre des travaux de généalogie de ma famille. C'est un peu naturel, puis bon, l'environnement familial qui faisait que, à travers ma femme, je me suis trouvé impliqué dans l'histoire. Et j'espère que derrière, qu'il arrivera la même chose aux générations qui suivent. Et vous Dominique, comment vous le ressentez? Parce que vous faites aussi des visites voilà, de l'église notamment. Vous souhaitez ça aussi, transmettre cette passion pour le patrimoine de Valorcine? Oui, bien sûr. Je pense que c'est toujours une bouteille qui est jetée à la mer et que la bouteille, elle sera ouverte. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est pas une interrogation que je me dis, je fais ça pour transmettre, mais je veux aussi transmettre. C'est-à-dire que c'est plutôt d'après mon discours que ça devient une vraie passion où au bout d'un moment on a envie surtout de parfaire les connaissances. C'est tellement important de toujours parfaire les connaissances, de relire toujours les textes, de se rendre compte qu'il y a des textes qui sont un petit peu faux, qu'il faut toujours travailler. Moi, j'ai confiance dans la nouvelle génération. Tout à l'heure, je vous parlais de Ophélie Bélanger, qui est une jeune doctorante. Donc, ils sont aussi passionnés. Ils travaillent aussi scientifiquement, d'une façon universitaire. Et bon, les Valorcins, il y a aussi des gens qui sont passionnés sans qu'ils le disent, parce qu'ils disent pour eux c'est quelque chose de complètement naturel, ils sont vécus dedans. Donc voilà, je pourrais citer Madeleine Vallas, par exemple, née Burnay, ou bien Denise Ray. Ils en vivent, c'est dans leur veine. Et puis voilà, tu voulais dire quelque chose, Patrick? Justement, dans ce sens-là, quand on va chez certains Valorcins, qu'on rentre dans les annexes, vous avez de quoi occuper plusieurs musées. Solange, par exemple, c'est la plus importante. Solange, il y aurait de quoi monter plusieurs musées. Donc ça démontre bien l'attachement des Valorcins justement à leur patrimoine. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est dans les années 60, ça on le dit bien, il y a beaucoup de choses qui sont parties dans les kermesses et puis c'était considéré comme des vieilleries. Donc ça a été un petit peu bazardé, mais en fait il n'y a pas uniquement les objets, il y a aussi d'autres choses. Il y a peut-être des recettes de cuisine, des façons tout simplement de vivre leur vie de Valorcin. Merci beaucoup Dominique Ancet et Patrick Oros d'être venus sur le plateau de la Radio des Ours. Et pour nos auditrices ou nos auditeurs qui ont écouté cette interview et qui s'intéressent au patrimoine de Valorcine, vous pouvez bien entendu vous rapprocher de ces associations, de Valorsna ou de la maison de Barberine pour en apprendre davantage ou vous impliquer dans la conservation de ce patrimoine. Merci encore d'être venus sur le plateau et vous pourrez retrouver très vite cette interview en ligne sur le site de globule.chamonix.radio. Nous on continue notre émission et on écoute tout de suite Roller Coaster Girl de l'Opère.